Alors, je voulais, en fait, j'ai éclairé juste pour que vous voyiez l'arrivée d'Annick et c'était trop tard. Mais alors, ça va? Elle a craché et tout. Hein. Je vous garantis. Je sais. Heureusement qu'il y avait la chaise. Ouais, alors, heureusement la chaise, d'accord, donc mon bras a pris un coup, mais on s'en fout. Oh là là, pardon, mais je suis pas. Elle est partie, mais je vous assure, c'était du contrôlé non contrôlé, c'était incroyable. Je crache tout le café. Ah oui, c'est ça. Et là, j'ai commencé à dire, putain, mon ordi, il sort de la réparation. Parce que je me suis dit, ça fait 3, on est mort. On est mort? Et oui, que j'ai un Victor. Et oui. Donc, je me suis dépêchée, et voilà. Et voilà. Du coup, dans la chute, elle a perdu sa voix. Non. Je ne comprends pas parce que, franchement, je n'ai pas chanté, je n'ai pas fait karaoké, je n'ai pas fait d'abus, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne. Non. Tada, donc, du coup, c'est parti. Je n'ai pas de phobie. Mais c'est ce que m'a dit Lolotte. Elle m'a dit quand on est fatigué, jamais ça faisait ça. Et oui, oui, c'est que je suis vieille. Elle m'a dit, mais elle aussi. Mais oui, moi, ça a toujours été comme ça, mais c'est pas grave, j'essaie de le prendre bien. Que voulez-vous? Bonsoir Claudette, bonsoir Joséphine, bonsoir Cécile, bonsoir Karine, bonsoir Christine. Donc je dis bonsoir à tous ces gens-là, mais comme il n'y a que 3 yeux. Oui, mais des fois, ils ne marquent pas tous. Ah oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. On espère que vous allez bien. Alors, je présente sincèrement mes plus plates excuses à l'autre parce que je n'ai pas mis la bonne photo. Non, mais ça va, je vais m'en remettre. Et donc, je pensais lui dire, il a changé, mais je n'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Tu es dans un espace vert. Je vais m'en remettre. Ça va? Je vais m'en remettre. Je pense que je peux faire ça. Non, mais moi, je trouve parce que c'est pour toi. Hein. Je le dis. Hein. Parce que je te garantis que ça ne pourra pas la même chose la prochaine fois. C'est ça, non, mais je trouve qu'elle va très bien. Bonsoir, Laurence. Salut. Donc, on espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'est ça. Et vous avez passé un bon début de semaine. Eh bien, nous, on est toujours en forme. Voyez, oui, on est toujours là, fraîche et dispo. Dispo, ça commence à se compliquer. Fraîche, c'est aussi un tantinet discutable. La fraîcheur, ça dépend comment vous le voyez. Voilà, à la palpation, vous allez. On est fraîche. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est des phobies. Est-ce que tu as des phobies, Lolotte? Et moi, c'est les aiguilles. Ah. Ouais, les aiguilles, c'est quelque chose. Donc, ah là là. Moi, j'ai vu que j'avais la phobie d'accoucher. Ah oui, ben oui. L'accouchement, c'est pour ça que je n'ai jamais. Par contre, pour vos accouchements, n'hésitez surtout pas à appeler le 06 88 96. Non, mais je crois que vous êtes tous au courage, je le mets sur Facebook. C'est vrai, c'est vrai. Donc 96 48 85. Bravo. Puisque ça, c'est pour vous montrer que je l'ai appris du coup. Qu'est-ce que c'est? Tu as oublié de mettre toutes tes casquettes. Toutes tes casquettes, mais. Ah oui, non, mais parce que j'étais fatiguée ce matin. Oui, je me suis dit, ça me lasse de voir tout ça, de voir cette. Je pense que tu me comprendras, Cécile, de voir tout ce potentiel qui est à moi. Je dis, après, ça fait trop. Ça fait pas. Ah, c'est sûr qu'elle ne passe plus à la porte. On est allé voir un rendez-vous, j'ai exposé toute ma candidature. Ah, alors, elle était là. Oui, donc j'ai aussi fait une formation de préparatrice mentale. Non, mais j'étais là, mais ok, vas-y, dis donc. Alors, les gens, ils sont là. Oh là là, mais vous ne vous arrêtez pas. J'étais là, mais si vous saviez. Elle fait des karaokés à 16 heures perdues. Donc, c'est vrai, mais vous allez remettre les casquettes. Peut-être que je vais faire autre chose. Je vais travailler sur les phobies. Peut-être que je vais faire une formation sur les phobies. Non, franchement, on n'a pas le temps. S'il te plaît. Donc, en tout cas, je pense que ça va être quelque chose de très, très intéressant. Oui, et parce qu'on en a tous une. Hein. Oui, et puis en plus de ça, vous allez voir la première, les troubles émotionnels 1. On avait fait tout ce qui était plus l'angoisse et les phobies, on les avait troubles émotionnels. Voilà. Et les phobies, on les avait laissées un peu à côté. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y a quand même pas mal de choses à dire et qu'il y en a pas mal de différentes qu'on mélange à d'autres. Et en plus de ça, vous allez voir qu'on va avoir sur certaines névroses, sur des troubles vraiment spécifiques neurologiques, je crois qu'on dit. Elle rigole, Cécile. Et donc, en fait, voilà. Et par contre, je suis désolée parce que comme normalement, c'était le vendredi qu'on a passé au mardi, donc vous verrez qu'il n'y a pas de petites questions parce que je ne savais pas comment vous poser les questions. Mais n'hésitez pas quand même à partager vos pensées, vos remarques. Est-ce que vous avez des phobies déjà peut-être, avant d'attaquer. Françoise, est-ce que tu as des phobies? Oui.
Les souris et les rats. Oh là là, moi aussi. Ouais. Ah, mais moi, ça c'est aussi, c'est épidermique. Je fais une crise d'hystérie. On va parler de l'hystérie, mais je deviens folle. Et même les petits hamsters, tout ça? Non, ça passe. Non. Non, ça, ils Ah. sont en cage, ceux-ci, ça Ah, ne tu- rien. Ils sont en train de. Je trouve ça bête, mais non, c'est pas une. Oh. Non, c'est Mais les souris alors, et les rats. cochons d'Inde, c'est super intelligent. On parlera des cochons d'Inde. Ah, mais c'est pas une souris, un cochon d'Inde. Ouais, c'est un peu la famille des rats quand même. Hein. Oui, mais c'est pas une. Moi, j'en avais gardé un hamster, je crois que c'était un cochon C'est d'Inde. un hamster, ça joue avec la roue. Mais après, je l'avais Un cochon gardé, d'Inde, non. je l'avais gardé pour mon école. Un cochon Et en d'Inde, fait, tu je vois, l'avais j'ai dans coincé les gâtés, entre hein. deux machines à laver et je ne l'avais pas ramené le lundi. Mais j'étais petite quand même. Hein. J'étais petite. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai poussé la machine à laver, il était entre les deux. Oui, elle t'avait pas prévenu. Et le lundi, je suis arrivée à l'école avec la cage vide et ma maîtresse m'a dit, je savais qu'il ne fallait pas que je te le confie. C'était trop tard. Ah, c'est gentil ça aussi. Oui. Et toi, Sylvie? Moi, c'est comme toi, les piqûres. Ouais, c'est vrai. Alors oui, alors peut-être que je suis moins phobique que toi, parce que sachez une petite anecdote. L'autre jour, l'infirmière est venue pour C'est pour ça que j'ai arrêté les faire un piqûres, petit parce que tour, c'était voilà. pas Faire un petit tour pour voir Annick. Et comment vous expliquer qu'elle a sorti une seringue? Et là, j'ai vu partir une Sylvie volante. Elle a fait une espèce de gros pas vers moi. Elle est venue dans Elle s'est la... enfermée dans le Ah oui, bureau. elle s'est enfermée dans le bureau. Elle m'a dit, mais elle a sorti la piqûre. Je dis, mais oui, c'est une infirmière. Donc, c'est vrai que ça fait pas mal ça, hein, les infirmières. Donc, on a beaucoup ri quand même. Enfin, j'ai personnellement beaucoup ri. Voilà. Elle m'a fait bien. Donc, qu'est-ce que c'est un trouble phobique? Donc, les phobies apparentées aux troubles anxieux désignent un ensemble de troubles psychiques au sein desquels l'angoisse se focalise sur un objet, une situation ou une activité particulière. C'est ça. Donc après, vous avez 3 sortes de phobies. On va les lister, après on en lister parlera. après, voilà, et on les développera. C'est les phobies simples, l'agoraphobie et la phobie sociale. Donc je pense qu'après, moi j'avais trouvé la phobie sociale, mais je l'ai développée plus après avec la phobie scolaire. Parce qu'en fait, c'est considéré comme une phobie sociale, mais je pense que c'est quand même un peu à part. Ouais, spécifique. C'est spécifique. C'est une spécificité de la phobie sociale. Donc, en fait, si je peux me permettre de remanier tout ça, mais moi, je veux dire 4. C'est ça. Alors, soit Et tu on prends fait. des risques. C'est ça. Alors là, il y a de la prise de risque, je vous le dis, moi. Donc, en fait, la phobie, c'est une peur inconditionnée que l'on a. Alors, on peut avoir dès le premier, sur le bas âge, sur le jeune âge, pardon, excusez-moi. Et la peur, elle est, ça peut être la peur du noir quand tu es enfant et tout ça. Et après, cette peur, elle peut être gardée. Mais après, par contre, elle peut disparaître avec le temps. Et par contre, on va voir que vraiment, des personnes qui ont vraiment des phobies, ça va influencer vraiment sur leurs relations sociales, leur quotidien. Et des fois, les phobies, enfin, ça dépend des phobies que vous avez, mais ça peut être vraiment interagir sur votre qualité de vie parce que suivant sur quoi vous avez l'agoraphobie, par exemple, sur la peur de la foule, c'est ça. Oui. Et bien en fait, après, ça coupe le lien social. C'est vraiment quelque chose qui amène des grosses difficultés et d'isolement, en fait. Ouais. Et vous avez vu que c'est quand même apparenté à des troubles anxieux et un ensemble de troubles psychiques. Donc, si jamais, en plus de ça, il y a une coupure avec les relations sociales des amis, et bien en fait, ça va encore engendrer encore plus un contexte fragilisant. Par contre, tout ce qui est phobie, généralement, la personne le sait. C'est pas comme les comment ça s'appelle, les comportements, on va dire, les changements d'humeur ou les choses comme ça, que la personne n'est peut-être pas au courant de ce que c'est. Généralement, une phobie, c'est quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas et que rien que d'en parler, en fait, ça vous emmène une angoisse, en fait. C'est ça, donc on parle de situation pathologique. Donc, en fait, il peut y avoir juste un état anxieux avant de prendre l'avion ou avoir certaines peurs, mais on s'en accommode, en fait, donc on fait avec. Par contre, quand on parle vraiment de phobie, on est sur un individu qui est paralysé, qui est complètement, mais plus que chamboulé, terrifié, et qui ne peut pas après aller. Et donc, en fait, quand la peur de l'avion, c'est juste une appréhension de l'avion,
Et les personnes vont arriver à surmonter C'est ça. ça et à prendre l'avion. Par contre, il y a des personnes qui ne pourront pas du tout prendre l'avion. Et on verra qu'il y a des approches pour arriver à… Si on devait parler de processus, oui, de processus, il y a la peur, puis il y a les phobies. Voilà. Et en fait, c'est souvent ça qu'on mélange un petit peu, c'est les peurs et les phobies. Parce que c'est quand même le palier au-dessus, la phobie, quand même. Enfin, Oui. je pense. C'est pour ça qu'on te dit la peur, tous les enfants, la peur du noir, des choses qui sont de certains animaux, c'est l'appréhension. Mais par contre, on ne parle pas forcément de phobie. Après, quand vraiment il y a une phobie sociale, c'est des signes qui relèvent quand même du pathologique et de la problématique des troubles anxieux. On passe à… Bien sûr, à la suite. Les phobies simples. Alors, c'est simple ou spécifique? Alors, ça s'appelle phobie simple, mais après, c'est aussi phobie spécifique. Et c'est quelque chose qui porte sur des objets, sur des animaux, une situation en particulier. En tout. Il y a toi. Et oui, mais c'est ce que tu viens de dire. Mais oui, non, mais il y a toi là. De quoi il y a toi? Ben, regarde, lis la suite de certaines Ah oui, 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 je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu marqué aiguille. Voilà. Mais moi, je pense que c'est une peur. Je pense que c'est plus une peur qu'une phobie. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des tests après. Peut-être que… Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu sais s'il y a des tests ou des trucs comme ça? Je ne sais pas, tu vois. Une peur, on peut arriver à la contrôler. Oui, mais c'est ce qu'on disait. Ouais. Entre la peur et la phobie, c'est vraiment quelque chose qui va… C'est quelque chose que tu peux… Et les personnes, elles peuvent avoir un mal. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui les rend mal, pathologique. C'est ça. Parce que moi, ça me rend mal. Je suis blanche comme je ne sais pas quoi. Et j'ai mon peau est souvent très proche de la figure de l'infirmier ou de l'infirmière. Mais on va dire que j'arrive à me contrôler maintenant. Tu le fais. Ouais, donc c'est peut-être une peur, tu vois. Tu vois, je me questionne. Une appréhension. Ouais. Moi, Avec oui. les souris, c'est pareil. Mais mais il faut que la souris te prévienne qu'elle est là. il faut, voilà, c'est ça. Qu'elle va se sonner la clochette. Est-ce que nous avons un problème de réseau qui ne fait qu'on n'a pas de commentaires ou il y a… Non, bonsoir. Bonsoir Olivier. Justement, je m'interrogeais savoir si on nous entendait. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui ou non? Peut-être. Laure, si tu veux continuer. Oui. Par contre, je vais allumer parce que là, on commence à être un peu dans le noir. Donc, une phobie, comme elle disait Annie tout à l'heure, simple est une peur anormale et excessive d'un objet ou d'une situation telle que certains animaux, le vide, l'eau, certains objets. Et en tout, il existerait près de 6000 phobies simples différentes allant des plus répandues, comme la claustrophobie, donc qui est vraiment une des plus connues, aux plus rares et intrigantes. Alors, pour vous en citer quelques-unes, nous avons listé l'acrophobie. Donc, c'est la peur des lieux élevés. C'est acrobranche. C'est ça, acro, c'est en haut, c'est en l'air. Clinophobie, donc peur de se mettre au lit. Alors ça doit être un peu embêtant. Hein. Linophobie. Clinophobie. Après, nous avons la… Eh bien oui, non, mais c'est pour ça que je vous garantis qu'il y a des choses qui sont quand même un petit peu… Coulrophobie, c'est la peur des clowns. Et le pire, c'est qu'ils ont des noms à tout ça. Vraiment… Eurotophobie, alors je croyais que c'était la peur de roter, mais non. C'est la peur de… Parce que oui, des eurotos. Les rototos. C'est la peur de rougir en public. Gamétophobie, c'est la peur du mariage. Géphirophobie, c'est la peur de traverser un pont. Ça va être… Catissophobie, c'est la peur de s'asseoir. Alors ça, c'est encore plus embêtant. Je sais pas si t'as bien… Non, mais c'est pas rigolo, tout ça. Ben non. Mais la misophobie, c'est la peur de la poussière. La nostophobie, c'est la peur de rentrer chez soi. La pédiophobie, c'est la peur des enfants et des poupées. La scopophobie, c'est peur d'être regardé. La zélophobie, c'est la peur de la jalousie. La vache. Et la plupart des personnes atteintes de ce type de phobie vivent en mettant en place une stratégie d'évitement. Pour éviter de… La personne elle doit se persuader qu'elle ne va pas au lit et elle se met en position assise et puis hop.
Je ne sais pas. Oui, ou alors elle évite en fait justement d'arriver à cette situation. Donc, soit elle dort de racisme, j'en sais rien, tu vois. Mais Mais ça, Terrible, hein. je mais pense c'est ça. qu'à gérer, Quand voilà, on c'est ça. parle vraiment sur des phobies, en fait, on ne se rend pas compte de comment ça peut Ah bah oui. impacter sur le quotidien. Si tu as la peur du lit et la peur de la chaise, De toute façon, mais j'espère que ce n'est pas les deux en même temps qui arrivent. Hein. Elle doit être un peu La fatiguée. peur Ouais. du vide, tu sais, C'est l'acrophobie. l'acrophobie. Oui. Alors, l'acrophobie, c'est le truc, c'est d'être D'être en en hauteur. suspension. Mais après, c'est le vertige. Le vertige, Ah oui, oui. c'est pas une peur, c'est C'est un état. un état qui va faire. Ah ouais. C'est pas une phobie, le vertige. Et après, tu peux avoir peur de monter. Tu vois, il y a des personnes qui peuvent. Moi, ma grand-mère, elle était incapable de monter à la tour Eiffel ou un truc comme ça. Hein. Le fait d'être en hauteur, ça lui crée Ah, c'est un mal. Un de mal l'anxiété. total. Donc, la phobie, elle concerne 6 à 10% de la population. Donc, elle porte sur les objets. Environ 6 à 10% de la population souffrirait de ce type de phobie. Ah ouais. Beaucoup de phobies que ne souffrent qu'assez peu de leurs troubles, car ce qui déclenche leur phobie est facilement évitable. On peut se passer de prendre l'ascenseur sans trop de difficultés si l'on habite au 30e étage. Pas si on n'habite pas au C'est les 30e phobies étage. spécifiques, ça. Mais d'autres sont sévèrement handicapantes dans leur travail ou des relations personnelles. Non, Je croyais qu'il y avait un truc sur les... je ne vais pas le développer. Non. Et après, donc, les phobies des animaux, c'est la peur des chats, des chiens, des araignées, des souris. Bon, ça, après, tu rencontres pas tous les jours des serpents. Ah bon? Des oiseaux, tu n'en as pas à ta maison. Ah bon? Non. Ah. Les phobies liées à l'environnement naturel, la peur de l'eau, de la foudre, des hauteurs, de l'obscurité, ça, tu peux éviter aussi. Ben voilà. Les phobies situationnelles, la peur de l'avion, du train, de la noyade, de la foule et d'uriner. Alors ça, Oh putain, alors ça doit être terrible. mais c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Ah ouais. Les phobies liées à l'apparence ou au physique, la peur de la laideur, de la nudité ou des organes sexuels. Il y en a qui sont phobiques des pieds. Oui. Voilà, ils peuvent pas Puis alors, il sautait. ils peuvent pas se toucher les pieds ou revoir des pieds, en fait. La phobie de certains sentiments, comme la peur du bonheur, de la solitude ou d'avoir peur. Donc, vous voyez que quand même, quand on regarde sur certaines phobies et sur des choses, il y a des choses que tu peux quand même éviter, mais la peur d'aller uriner. Après, moi, c'est sur la phobie de vomir, sur les vomissements. Et il y en a beaucoup qui sont prises. Bon, après, tu essayes de faire en sorte. Moi, quand j'ai la gastro, je suis très contente d'avoir. Après, des fois, Le bas? Ah oui. Mais au début, c'était super compliqué. Mais ça me créait des malaises, rien que de savoir qu'il fallait que je. Donc voilà un peu pour faire le tour des phobies simples ou des phobies, comme on dit, spécifiques. Qui représentent 6 à 10%. 6 à 10%, c'est quand même. Ça fait quand même fort. C'est énorme. Ouais. L'agoraphobie. C'est ça. Donc, c'est la peur de se trouver dans des lieux publics où il semble difficile de s'échapper, par exemple les transports en commun, les centres commerciaux, les files d'attente, etc. Et généralement, les individus atteints de ce trouble sortent peu de chez eux et lorsqu'ils le font, ils s'assurent d'être accompagnés d'une personne proche et de confiance. Donc, l'agoraphobie, alors moi, je pensais que c'était quand même plus avec la foule, en fait. Non. Mais c'est quand même lié aux grands espaces ou aux espaces communs, mais donc c'est rattaché quand même avec la Mais foule. ça dépend des personnes, parce que tu as des personnes qui ont vraiment peur de la foule et tu as des personnes qui ont peur d'être dans des grands espaces. Oui, c'est ça. Mais ça s'appelle quand même l'agoraphobie. Mais c'est ou trop peuplé ou des espaces qui sont plus. Prendre le bus et tout ça, ça fait partie de l'agoraphobie. Oui, ça. oui. Oui, c'est ça. Hein. Donc, peur d'être loin de chez soi aussi. Et non, mais ça, voilà, c'est en fait, dans l'agoraphobie, il y a la peur des espaces, des lieux trop peuplés, mais aussi la peur d'être loin de chez soi et qu'il arrive quelque chose. Et après, il y a des personnes, quand on parlait l'autre jour, où certaines personnes vont se rassurer avant de partir de chez elles en développant des tocs pour justement faire un rituel, un cérémonial qui va faire qu'à un moment donné, ça va enclencher l'évitement pour dire qu'à un moment donné, elle peut partir. Mais sauf que ça, l'autre jour, on regardait un reportage sur la dame qui est la joggeuse. Et en fait,
elle passait son temps à astiquer sa maison. Elle mettait 1h30 pour faire son lit. Ah oui, oui, oui. Non. Donc, Ah oui, 1h30 pour faire le lit. C'est les maniaques, les tocs, les troubles, les les tocs. troubles obsessionnels. Voilà, comme c'est ça. C'est que ça dépasse ce qu'on appelle C'est ça. la personne maniaque, en fait. J'aimerais bien quelqu'un Salut, qui a un Karine. toc pour le ménage, moi. Oui. Salut Karine. Donc Mais après, ça c'est. c'est ouf. Et puis en plus, à vivre pour la personne aussi, c'est Ah une ouais. torture. J'ai Ah bah oui, un c'est- très bon collègue à moi qui ne C'est peut une pas angoisse, hein. partir de chez lui s'il n'essaye pas sa poignée de porte. Et je crois que c'est 7 fois. 5. Ah oui, mais ils ont des troubles. 5 fois. Sur les troubles comme ça, il y a des rituels en fait. C'est ça. Ah, mais Et si jamais ils ne se rappellent plus qu'ils ont perdu, que tu vas les interrompre Non, non, mais- et qu'ils perdent leur tracané, et c'est ils surtout que, recommencent. en mais fait, c'est surtout c'est que des- pour gérer ça, Les... lui, quand il part de chez lui et qu'il essaie de faire un effort, pour lui, c'est un effort de ne pas le faire, eh ben, il est un milieu escalier, il repart et, Ah oui, et il le fait. c'est ça. C'est un C'est truc ça. qui ne peut pas, émotionnellement C'est- parlant, il ne mais- peut pas partir Mais en sans fait, ça. les gens qui ont des tocs comme ça, c'est une angoisse permanente. Ah oui, Ah, mais Ils oui, sont angoissés c'est ça. tout le temps. Donc c'est des troubles anxieux en fait, mais Ah qui sont quand même super développés et Ouais. qui fait. Ah. Donc, donc ça empêche aussi de vivre normalement, de sortir, de communiquer avec les autres. Donc, ces deux pathologies graves peuvent conduire, faute de traitement adapté, à un isolement social, à une dépression ou encore amener celui qui souffre de ces comportements d'autothérapie dangereuse à des consommations d'alcool, de tranquillisants ou de choses comme ça qui peuvent entraîner une dépendance du malade. Donc, l'agoraphobie toucherait 1 à 2% de la mais il y population. en a énormément en fait de ces personnes-là. Tu vois, je pensais pas qu'il y en avait autant. Et sur allez, la dizaine d'années qui viennent de passer, j'en ai rencontré au moins 3. Je trouve ça énorme. Mais surtout que là, sur Je trouve ça énorme. ces pourcentages-là, je pense que c'est des personnes qui ne sont pas traitées. Mais il doit y avoir plein Oui, de c'est ça. personnes déjà qui sont traitées, qui ont trouvé des solutions et qui le vivent. Ah, mais à moi, peu c'est que près. des gens qui ne sont pas traités Ça doit être et ils se difficile à limitent. traiter, hein. Ils se limitent à une dizaine de personnes qui voient, en fait, qui côtoient. Et moi, j'ai essayé de les faire sortir, tout ça, parce que ce sont des très bons amis à moi. Mais c'est impossible. Enfin, après, on voit que vraiment, la personne est mal. Il est mal, Ah bah blanc oui. comme un cul Ah quand oui, il y a oui, du oui. monde, et pas bien. Et là, en plus, sur les 3 personnes, les 3, elles agissent complètement différentes. Il y en a une qui dit rien, qui se renferme complètement, elle est incapable de parler. L'autre elle devient toute blanche à vomir, à se rendre malade. Et l'autre qui devient complètement tarée, qui passe dans la tête comme quoi. ça, et l'hystérie Oui, c'est totale. ça. Et on en discutera tout à l'heure de l'hystérie. Ouais. Mais là, c'est quand même Oui, dingue. parce que- C'est quand même dingue, surtout pour eux, ça les rend mal, en fait, C'est parce de que savoir que. c'est de Mais l'angoisse c'est pour ça qui que n'arrive c'est- jamais. Ils C'est sont pour ça que c'est vraiment. angoissés en permanence, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment une pathologie, en fait. Ah oui, Je veux c'est ça. dire, c'est pas Mm. la personne qui fait un peu la chouchoute et que voilà. C'est ça. C'est quelque chose Ah ouais. qui voudrait C'est vraiment une s'en pathologie débarrasser. grave. Et quand on écoute la Parce que, société qui ouais. dit oui, non, mais attends, il veut pas sortir, c'est lui, en même temps, il fait pas d'efforts, nanana. Sauf que non, c'est que ça leur demande un tel effort pour justement pour parler avec l'extérieur, pour communiquer en fait avec son environnement. En soirée, c'est ça. Puisqu'il y en a que c'est même pas les gens, il y en a, c'est les lieux, Oui, c'est ça. les environnements généraux. C'est trop pour Mais eux. de toute façon, après, on voit bien que quand on parle des représentations, alors pendant les JMO, on a parlé de la discrimination par rapport à l'obésité. Mais de toute façon, ça aussi, c'est pareil. On dit, c'est le cliché quand on voit quelqu'un qui est un peu. On dit, lui, il est psy. Mais à un moment donné, tout le monde, à un moment donné, peut développer des troubles anxieux comme ça. Ah oui, c'est ça. Et tomber du jour au lendemain, c'est comme les problèmes de poids, tout le monde est concerné. Et en fait, ces troubles-là, et malheureusement, on s'aperçoit que, en plus, avec la crise du Covid, alors on en avait parlé et on y reviendra sur les problématiques psychiatriques et psychologiques, et qu'on voit que la psychiatrie, il y a peu de moyens. Et avec la crise du Covid, les gens ont développé encore plus de stress, encore plus de troubles Ah anxieux. oui. Donc, ça va encore plus favoriser ces types de craintes, Ouais. de peurs. Et les personnes, on en parlait tout à l'heure quand on faisait l'appel à projet, des patients qui ne veulent plus aller, ou des personnes qui ne veulent plus aller, ou chez le médecin, qui ne veulent plus aller dans les structures médicales parce qu'ils ont peur d'attraper le Covid et qui sont en rupture complète Total. de soins, qu'ils arrêtent leur traitement ou des choses comme ça. Et bien, en fin de compte, il va falloir les aider, ces personnes-là, parce que
Parce que s'ils coupent leur traitement alors qu'ils sont atteints de pathologie À un moment chronique, donné, ça va à un moment bloquer donné, ça va sévère. Ah oui. aggraver leur maladie déjà. Et en fait, ça ne réglera pas la solution. Et ça peut amener d'autres troubles derrière, quoi. Donc, il faut vraiment prendre en considération ces personnes-là. Ça va au-delà de la crainte du coup. C'est quelque chose qui ne peut pas être rationnel, en fait. Et ils n'arrivent pas à aller au-delà, quoi. Et à Pas l'inverse, contrôlé, quoi. Oui. non, ça c'est sûr. Et à l'inverse, par exemple, ces personnes-là, les agoraphobes, du coup, on appelle, ben, ces gens, en fait, ils peuvent avoir aussi des problèmes, enfin, d'autres problèmes, liés, associés, parce que justement, ils ne vont pas forcément dans des lieux ressources comme les hôpitaux, les machins, enfin, ils ne vont pas faire des bilans, de ce genre de choses. Et du coup, ben, ça amène d'autres pathologies, quoi. C'est ça, parce que tu es quand même toujours amené à rencontrer du monde. En plus de ça, Ouais. dans les villes, alors dans les villages, tu peux t'adapter parce que bien souvent, tu as des transports, des voitures. Mais là, sur des grandes agglomérations, quand tu te déplaces en tram ou des choses comme Ouais. ça, eh bien, on s'aperçoit que les personnes qui sont aussi en ville, ça rajoute une difficulté complémentaire, quoi. La phobie sociale. Oui. Donc, c'est un trouble anxieux grave et très invalidant. Elle se caractérise par la peur d'être observé et jugé par les autres ou d'être gêné ou humilié par ses propres actions. Et cette phobie se manifeste au cours d'une ou plusieurs situations sociales, comme la prise de parole devant un groupe, le fait de devoir s'adresser à un inconnu ou de manger devant d'autres personnes, etc. Et ça, c'est vraiment invalidant. Et en plus de ça, moi, je trouve qu'on n'est pas aidé du tout sur ça, puisque quand à l'école, on nous apprend directement, on nous force, et je dis bien force, des fois, à prendre la parole en public. Le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est qu'on ne nous l'a pas forcément appris et qu'on ne connaît pas aussi la situation de la personne, on ne sait rien, et que forcer un enfant à parler en fait en public peut aussi augmenter, on va dire, sa phobie. Et justement, en fait, au lieu de l'aider, ben, ça va l'aggraver, en fait. C'est pour ça qu'après, par contre, on parle quand les personnes se prennent la parole en public, tu peux avoir du trac, mais le trac, ce n'est pas une différent. phobie sociale. Et c'est ce qu'ils disent justement, c'est sur le ressenti, c'est une épreuve, la crainte d'être jugé. Donc, tu as le trac parce que tu as la pression, en fait. Voilà. Mais il n'y a pas. Le trac, il va s'amenuiser au fur et à mesure de la mise en pratique. Le trac, à la limite, tu peux le contrôler, tu peux Oui. passer au-dessus. Oui, Tandis qu'une phobie. Sur les phobies sociales, on dit que c'est les plus gênantes, car elles retentissent beaucoup sur la vie quotidienne et ceux qui sont en atteints. Donc, ça veut dire que c'est les proches, et elles conduisent parfois à de la dépression ou des conduites pathologiques comme l'alcoolisme. Elles sont caractérisées par une peur irrationnelle des situations en public, où les personnes, elles vont avoir des bégaiements, où elles vont se mettre à trembler. Et en fait, c'est la peur d'être jugée par l'autre et ou un manque d'estime de soi-même, un manque de confiance en soi qui va faire qu'à un moment donné, ben, la personne, elle va se sentir dévalorisée. Et en fait, sur ce qui était dit, c'était où la personne, elle va se sentir dévalorisée ou elle va être survalorisée, à contrario. Et en fait, l'un ou l'autre va faire que ça va créer cette phobie. Donc, une erreur, une maladresse, un embarrassement, bien plus que des fois, ça peut être que par ça, ou on rougit facilement. Mais après, voilà, c'est pour répéter que, en fait, cette peur, elle va vraiment, des fois, entraîner des troubles graves, en fait. Et aussi, suivant dans le contexte professionnel que vous êtes, ou suivant la problématique, l'environnement que vous avez, et bien, ça va vous encore impacter sur plein de choses et là, on parle, les phobies sociales toucheraient entre 13 et 14% de la population. Ah, c'est ouais. des taux incroyables. C'est énorme. Ah oui, oui. Donc, après, sur le général... Oui, il fait frais d'un coup, là. Mais moi, c'est pareil. D'un coup, Ouh là là, on va sortir la petite laine. Hein. C'est ça. Sinon, tu as ma veste là-bas. Je résiste. Alors, je pense que la chaise n'a pas froid, hein, par contre. Hop là. Donc, on dit que plus une personne sur 10 serait sujette à des phobies plus ou moins importantes.
Les causes de ce trouble sont toujours connues, c'est ce que disait Laure. Et en fait, il y a des prédispositions familiales et elles sont légèrement plus fréquentes chez les femmes. On arrive toujours à trouver des problématiques qui sont un peu plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Et elles disparaissent souvent à l'âge adulte, mais par contre, voilà, quand après ça reste, bien, ça va impacter sur vraiment la vie et ça va entraîner des problématiques importantes. C'est bon, ma chère? Bien, Bien sûr. La phobie scolaire. Et justement, donc ça, c'est parce que Annick Contiro a ajouté une petite phobie. Oui. Non, et tu ne l'as pas ajoutée parce qu'elle existe, Et en mais plus, et je pense qu'elle est hyper importante. parce que c'est considéré comme une phobie sociale. Parce qu'en fait, C'est ça. quand ton enfant il va à l'école, Mais il y a la sociabilité. Voilà, mais en fait, je pense que vraiment, c'est à développer parce que des fois, c'est comme les adultes. Hein. La phobie scolaire, c'est pas juste un enfant qui fait un caprice parce qu'à un moment donné, il ne veut pas aller à l'école. C'est ça. Sociabilisation, pardon. Je me reprends toute seule parce que là, je me suis fendu l'oreille. Sociabilité, je ne suis pas sûre. Ah, j'ai pas entendu. Je ne sais pas, mais je me suis fendu l'oreille. Donc, Sociabilisation. appelez-moi Van Gogh. Mec, c'est drôle. Je me suis fendu l'oreille. Parce qu'elle a dit sociabilité. J'ai dit sociabilité au lieu de sociabilisation. Pas gentil. Méchante. Du coup, la phobie scolaire, c'est une angoisse massive qui survient à la simple idée d'aller à l'école. Donc, juste le mot école, ça met dans un état second et incontrôlable. Surtout. Et en fait, on parle de crise de panique, mais la crise de panique, c'est vraiment une crise de panique, c'est vraiment une grosse angoisse et un gros trouble anxieux. Et en 2011, elle est définie la phobie scolaire au refus de scolaire anxieux est une manifestation de refus de fréquentation scolaire qui est à distinguer du refus d'apprendre ou des difficultés d'apprentissage. Et pour en revenir, je ne sais pas si vous vous rappelez, Laure, la dernière fois, à parler des de la classification des CME. Et là, c'est CME et donc de l'enfant, la classification des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent. En 2012, la CIM et le CIF. Voilà, il retient la définition suivante, manifestation d'angoisse majeure avec souvent un phénomène de panique lié à la fréquentation scolaire et interdisant sa poursuite sous les formes habituelles. Donc, c'est que maintenant, elle est bien quand même elle est bien identifiée. Et ça, je pense que c'est pendant des années, c'était pas du tout identifié. Et après, on disait il y a du décrochage scolaire, mais parce que en fait, les personnes, au bout d'un moment, quand c'est pathologique, eh bien, on a beau forcer, au bout d'un moment, ça casse en fait. Et surtout que le décrochage scolaire, là, il est dû justement pas à ce que l'enfant il a des difficultés d'apprentissage. Il est vraiment sur un problème complexe. Et en fait, quand on regarde le phénomène de la phobie scolaire a été étudiée déjà au 19e siècle dans l'école des établissements. Dès 1887, Alfred Binet fait état d'un enfant qui fait de peur de l'école, plonge dans un véritable mutisme en classe. Et en 1911, Jung raconte un épisode de refus névrotique d'aller à l'école observé chez une jeune fille de 11 ans, qui décrit comme souffrant d'un complexe d'Oedipe sur un professeur. Ah oui. Et c'est en 1941 néanmoins que le terme de phobie scolaire est défini dans justement la classification et comme une intense terreur associée au fait d'être à l'école. En 1941. C'est pas vieux, hein? Oui, mais moi je ne pensais pas que quand même les phobies scolaires, on en parle beaucoup maintenant, mais quand même on a identifié les premières problématiques en 1897-1911. Et après, ils disent que pour Johnson, cette incapacité de se rendre à l'école est indépendante de leur volonté. Et en France, on amène une définition qui restera une référence lorsqu'elle décrit les enfants atteints de phobie scolaire comme des enfants qui, pour des raisons irrationnelles, refusent d'aller à l'école et résistent à des réactions d'anxiété très vives ou de panique quand on veut essayer de les forcer à y aller. Et c'est vraiment un terme qui a été remis en cause plusieurs fois. Ils disent
et que dans la mesure du possible, on essaye vraiment d'amener que ça soit clairement identifié parce que sinon, eh ben, après, on interprète, que ce soit l'école, que ce soit les On te met professeurs, dans une case voilà, qui... sur le fait de dire non, mais il est dans. Donc, on identifie ça pour que justement, je pense que derrière, après, ils construisent eh bien, l'accompagnement spécifique ou la déscolarisation et des choses comme ça. Mais ça touche quand même la phobie scolaire touche 5% des motifs de consultation en pédopsychiatrie et toucherait 1 et 2% des enfants d'âge scolaire. Ah ouais. Et on sait d'où ça vient? Et bien, Comment naissent les phobies? il n'y a pas, c'est ce qu'il disait, il n'y a pas forcément de raison. C'est ça. Et que ça peut apparaître à tout âge et dans 2 catégories d'âge qui sont les plus propices à son apparition, c'est l'entrée au cours préparatoire vers 6 ans et à l'adolescence, à l'entrée à 6e et vers 11 ans, à l'entrée à 4e, à l'âge de 13-14 ans. Et ces catégories d'âge sont marquées par des étapes de maturation somato-psychiques, telles que les capacités de raisonnement ou hypothéto-déductif. Ouais. Ça, c'est quand, en fait, L'hypothèse, on a la capacité en fait de se poser la question sur un sujet et d'avoir une réflexion dessus. En fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est sur vraiment des entrées à 6 ans, 11 ans, 13, 14 ans, où l'enfant commence à se construire. Et après, en 1972, il classe les refus scolaires comme la 4e cause d'absentéisme scolaire après la maladie. L'enfant retenu par ses parents à la maison, à l'école, fait l'école buissonnière, à laquelle il faut marquer une profonde différence. Donc, il y a une différence vraiment entre l'absentéisme et des enfants qui ne veulent pas aller à l'école et qui vont pas en cours ou des choses comme ça. Et vas-y. Et donc, comme quoi, il y a eu quand même une avancée, parce que maintenant, il y a des symptômes qui sont reconnaissables. Oui, et par contre, pour répondre aux causes de l'éphobies, ils te disent que justement, c'est lié il y a beaucoup d'intervenants qui disent que c'est lié à la petite enfance et à l'adolescence, et de toute façon, c'est toujours accroché à des mots que Laure vous a expliqué sur justement les périodes de maturation du passage de l'enfant à l'adulte, du passage de l'enfant à l'adolescence, et à tous ces moments où on a un peu des crises un peu de remise en question, d'existentielle. On a un développement tout court en fait de son cerveau, de ses capacités intellectuelles, tout ça en fait aussi. Et après, souvent, c'est associé à des troubles du sommeil, à des troubles et ça peut pousser à des dépressions et aussi à des risques suicidaires. Et on voit que il y a des enfants qui se suicident pour le harcèlement scolaire, en fait. Il y a des enfants qui sont allés jusqu'au suicide parce que justement, c'était vraiment... Et de les contraindre, ou peut-être ils ont été pas non plus... Parce qu'un mauvais diagnostic là-dedans, ça peut être quelque chose d'extrêmement compliqué pour l'enfant à vivre. Quoi. Donc, les principaux symptômes du coup de cette phobie scolaire, c'est les difficultés à quitter le domicile pour partir à l'école, l'absentéisme scolaire complet, réaction émotionnelle vive marquée par l'anxiété et de la panique, l'absence de comportements antisociaux. Donc, l'enfant poursuit ses activités extérieures, l'enfant ne cache pas sa situation à ses parents et l'enfant qui refuse de partir à l'école sans raison. Mais par contre, l'enfant qui ne va pas à l'école, en fait, il continue... il a des des activités extrascolaires. Par contre, c'est vraiment sur tout ce qui va se passer à l'école. Voilà. Donc, l'enfant est marqué par l'incapacité de quitter son domicile et après qu'il y ait une répétition dans la scène, en fait. Voilà. Et ce n'est pas considéré comme une dépression. Ah, si, la dépression, c'est une conséquence, en fait. Et en plus de ça, un enfant, enfin, je pense qu'il ne veut pas aller à l'école. À l'école, c'est là aussi que les enfants se construisent, c'est là où tu rencontres d'autres enfants. Et un enfant qui ne peut pas vivre ça, en fait, quelque part, et même s'il fait l'école à la maison, je pense qu'il est important de continuer, puisque bien souvent, les activités extrascolaires peuvent continuer et l'enfant a une vie sociale en dehors de la scolarité.
je pense que c'est important pour qu'il arrive quand même à construire et à dépasser ça. C'est important, je pense, qu'il continue à garder un environnement social, en fait. Oui. C'est pour ça que je suis en train de penser justement à des instituts qui prennent en charge des enfants en difficulté sociale. Et ils essayent toujours, même pour les personnes pour les enfants qui ont des problèmes de relationnels, on va dire, ben, ils essayent toujours à un moment donné de les introduire en fait dans des groupes sociaux. Donc, de personnes soit qui souffrent de la même chose, ou ne serait-ce que même des plus grands. Voilà, il y a toujours un moment donné dans la prise en charge où il y a une insertion en fait petit à petit dans un environnement social en fait. Oui, mais c'est garder le lien. Et après, ils disent que ça peut arriver, parce que ça arrive de manière brutale. Et c'est bien souvent en début d'année scolaire, au retour des vacances, et suite à un événement particulier que l'enfant peut avoir vécu, pas forcément au sein de l'école, mais avoir vécu dans sa vie. Et il disait qu'il est important de ne pas confondre les phobies scolaires avec des troubles comme l'école buissonnière où on distingue que l'enfant évite l'école à l'insu de ses parents. Le refus de l'acquisition scolaire, c'est les enfants qui sont en décrochage scolaire et qui continuent avec l'école, mais qui n'ont pas le désir d'apprendre et qui ils ne sont pas investis dans leurs résultats, ils n'en ressentent pas l'envie. Et puis après, il y a aussi la dépendance aux jeux vidéo peut ressembler à une phobie scolaire. Il faut détecter une présence maximale auprès des ordinateurs et un engouement presque passionnel pour un monde parallèle en fait. Mais ça c'est de plus en plus et ça c'est de plus en plus c'est de plus en plus traité et en plus maintenant ils ont vraiment des protocoles bien spécifiques en fait pour voir la relation avec le numérique justement. Et surtout que la dépendance avec les jeux, la dépendance après on voit sur la dépendance et sur des adultes en fait. Et la dépendance aux jeux vidéo, ça arrive de plus en plus jeune maintenant, avec les écrans. Ouais. Et en plus, là, il y avait eu un truc, là, il y a quelque temps, parce que dans une maternelle, ils avaient des tablettes et que les parents étaient scandalisés qu'ils mettent des tablettes, en fait, aussi jeunes. Et en maternelle, ils avaient déjà des tablettes et ça avait fait un cafarnaum. Je n'ai pas envie d'utiliser ces mots. Non, mais c'est vrai, ça avait été un scandale parce que justement, si on regarde les pubs, maintenant, il y a des pubs qui sont sur ça, de plus en plus, les orthophonistes, d'enfants qui vont chez l'orthophoniste vraiment tôt, parce que justement, il y a déjà l'apparition des écrans hyper tôt. Les orthoptistes qui sont aussi de plus en plus sollicités parce que le visu avec l'écran, eh ben, en fait, il y a les comment ça s'appelle la convergence des yeux ou je ne sais pas quoi qui se fait mal. Voilà. De toute façon, la problématique, alors ça c'est au-delà de la phobie, mais le problème c'est que dans le système dans lequel on est, si je pense que chacun d'entre nous, alors encore plus quand on a des jeunes et qu'on est dans l'éducation et la responsabilité des parents, enfin des parents et des institutions, quand tu regardes, moi je suis estomaquée des jeunes, des jeunes qui ne savent plus compter parce que à l'école, on te met une machine à calculer. Déjà, les enfants ne savent plus faire une division, une multiplication, parce que on oblige l'enfant à avoir une machine à calculer. C'est terrible. Dans leur cartable, en fait. Après, les modes des portables, avec je textote, les SMS, des choses comme ça, les messages. Donc, en fait, on n'a plus l'utilisation de la grammaire et de l'écriture tout court parce qu'on a ce fonctionnement-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'interpeller. Mais là, on se dit, où va le monde? Parce qu'à un moment donné, on se parlera qu'en mode SMS. Quand tu rencontreras quelqu'un, on parlera que tu parles avec un Marseillais. Et puis après, la problématique, c'est que, tu vois, pour compter, moi, les tables de multiplication, quand des fois je vois un jeune, je dis alors, presque tu ne les apprends plus. Et puis après, quand déjà tu es en sixième, il te faut avoir la calculatrice. Et tu n'as pas le droit de poser une addition ou un truc sur un papier. Non, mais attends. Et il existe des portables pour les bébés. Moi, j'ai vu une fois un bébé dans le tram qui avait un portable. Un bébé dans sa poussette, quoi. Et oui. C'est ça, ça fait tôt. Ça fait très tôt. Donc,
pour traiter, je crois qu'il y en a un autre. Non, mais il y en a un autre. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Prise en charge précoce C'est ça. améliore l'évolution du trouble. Je regarde ce petit, Ouais. j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il faisait bien la bouille. J'adore. Selon les auteurs, on décrit une répartition en tiers des différents cas. Donc, un tiers évolue vers un trouble psychiatrique franc comme les troubles anxieux, la dépression ou un trouble de la personnalité. Donc, ça, c'est ce qu'on parlait l'autre jour, la semaine dernière. Un tiers se rétablit très favorablement. Un tiers se rétablit, mais garde des difficultés d'intégration sociale ou professionnelle et les risques de marginalisation sociale et de délinquance sont donc augmentés. Mais vous vous rendez compte, quand même, ça fait presque 2 tiers qui fait qu'à un moment donné, il y en a un tiers qui s'en sort quand même bien, mais après, il y a le 2 tiers que c'est compliqué ou un peu plus compliqué ou un peu moins, mais ça fait quand même 2 tiers C'est sur énorme. toutes les personnes. Ouais. Et donc, ils disent qu'à l'adolescence, le retour en classe est mesuré à 40 ou 60%, et encore plus toujours sur les sujets qui sont féminins. Voilà. Allez, zoom Et avoir plus de 16 ans aussi, et quand il y a sur des fratries aussi, sont des facteurs freinant la guérison. Quand il y a des fratries. Donc, les traitements s'avèrent complexes. Donc, ça, c'est une fois que tu as identifié ça, sur la prise en charge, et suivant dans le tiers que tu es, justement, il y a une prise en charge prise en charge spécifique. Mais ils disent que vraiment, le traitement s'avère complexe, difficile et souvent décevant. Il repose sur une psychothérapie individuelle et sur une prise en charge familiale. Les changements significatifs et capitaux dans le processus de guérison, et cela peut changer en amenant l'enfant dans un autre milieu scolaire, en déménageant, dans une hospitalisation dans certains cas, ou une remise en cause profonde de l'équilibre familial. Donc, une prise en charge institutionnelle pourrait être envisagée après 6 mois d'échec du traitement ambulatoire. Donc, comme dans une grosse partie en fait des traitements en fait, des prises en charge institutionnelles en fait. Oui. C'est souvent 6 mois après un échec de traitement. Vaincre les phobies. Donc ça, c'est pour tous, parce qu'après, on va venir sur d'autres problématiques. Là, c'est en fait faire le tour de tout ce qu'on a vu là sur les phobies et qu'est-ce qui peut amener à vivre mieux ou à... Voilà. À traiter, quoi. Oui. Donc, c'est apprendre à affronter ses peurs. Donc, une première consultation avec un psychiatre ou un psychologue est nécessaire afin d'analyser la situation. Si nécessaire, votre médecin pourra vous conseiller de suivre une thérapie, notamment une thérapie comportementale. Donc, c'est toujours la même chose, c'est que avant de faire quoi que ce soit, il faut comprendre ce qui se passe et trouver l'origine, la genèse. C'est ça, la genèse. La genèse de la phobie. Mais en plus de ça, quand on identifie la phobie, mais c'est pas forcément... même si c'est une phobie avec un objet ou quelque chose, c'est pas parce qu'il y a une histoire en fait dans tout ça. Non. Donc c'est pour ça, c'est trouver pourquoi cette anxiété et cette phobie est là. Et après, être confronté sur la thérapie, ils disent qu'il faut vraiment confronter la personne à son anxiété et à sa peur intense en fait. Et après, une fois qu'il est confronté à ça, c'est trouver des moyens pour éviter, pour détourner cette souffrance. Et donc, c'est dans des... je crois que c'est après, sur des traitements de thérapie... Je crois que ça, oui. Sur des traitements de thérapie cognitive. C'est ça. Donc, dans le cas des phobies sociales, le traitement s'effectuera par le biais de thérapie cognitive, justement. Cela permet de travailler sur la façon de se percevoir et de percevoir les autres. Donc, c'est la compréhension de soi en soi. Hein. Oui. De soi en soi. Mais c'est la compréhension de soi, et puis après, sur des thérapies comportementales. Ouais. Donc, c'est ce qu'on disait l'autre jour. On a vu les techniques de comportement sur l'alimentation, sur le TCA et TCC, c'est des thérapies sur les troubles du comportement, en fait. Donc là, on conseille vraiment d'aller vers une thérapie comportementale, et la base de cette prise en charge est d'agir sur le réflexe de peur afin de modifier, de déconditionner les personnes qui sont prises par cette phobie. Alors après, ça peut être sur il
il n'y en avait pas un autre, donc sur de l'hypnose, La relaxation, la relaxation, la visualisation. voilà, sur tous ces Une moyens-là. technique dite parallèle. Oui. Et après, par contre, après, il peut y avoir vraiment des médicaments Oui. comme des anxiolytiques ou des antidépresseurs qui peuvent être prescrits parce que justement, il y a des grosses problématiques de gestion d'angoisse et ça va au-delà de ça. Donc, il faut mettre des psychotropes et un traitement adapté. Ah oui, pardon. Ah oui, et oui, sur c'est les ce que j'étais en thérapies train de... comportementales, ce qu'on appelle thérapie comportementale, c'est le MDR, le FT. Le MDR, du coup, c'est avec les yeux. Oui, le FT, donc c'est après sur des tapotements. Après, ça peut être une psychanalyse. Ça peut être sur l'hypnose, c'est ce qu'on disait. Et après, voilà, la méditation et sur des traitements. La spasmophilie Oui. se définit comme un dérèglement du système neurovégétatif entraînant des troubles physiques de type spasmodique. Ce n'est pas une maladie, mais un état. C'est ça. Et elle est surtout déclarée différemment chez chaque personne. La spasmophilie, Oui. ça rentre dans les... Non. Pas les phobies. C'est pour Non. ça qu'on a On a vu les phobies et après on voit les autres troubles. Mais en fait, c'est des oui. troubles émotionnels et c'est des troubles des états voilà, émotionnels. c'est des états émotionnels et ça, en fait, justement, Ça en fait c'est partie pas du considéré spasmo. comme une maladie, c'est un état qui va être, c'est une conséquence d'une angoisse, mais décrit par un état physique d'une personne. D'accord. Et elle ne se guérit pas, mais des traitements peuvent être entrepris, comme l'homéopathie, la phytothérapie, le travail sur le sommeil et opter pour une alimentation naturelle. Et donc, pendant longtemps, pour en revenir sur le haut, pendant longtemps, les personnes spasmophiles ont été considérées comme des malades imaginaires. Et c'est ce qu'on met dans les maladies psychosomatiques, la somatisation. Donc, il y a des absences d'examens cliniques spécifiques. Donc, quand des fois, vous avez certaines choses, on vous dit vous avez des signes cliniques. S'il n'y a pas des signes cliniques, et bien, en fin de compte, quelque part, on ne peut pas juger avec un signe clinique. Donc, on dit le ressenti, il est un peu à l'appréciation de la personne. Et c'est ça qui est super compliqué. Donc, en fait, il y a aujourd'hui des mécanismes alors ils appellent ça des dystonies neurovégétatives, sont mieux connus et l'importance de l'hygiène de vie dans ce trouble est primordiale. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la spasmophilie. Et après, ils te disent que c'est des symptômes qui apparaissent lors d'un terrain qui est déséquilibré. Donc, ça veut dire déséquilibré, c'est sur le plan émotionnel, c'est sur le plan du manque de sommeil, ça peut être sur le plan de choc émotionnel qui a été subi par la personne, l'alimentation aussi. Quand des personnes elles font des régimes alimentaires ou des choses comme ça peut rentrer en considération aussi. Et après, c'était j'ai parlé du sommeil. Oui, moi j'en ai parlé un petit peu, mais... Donc, et après, on va voir derrière la spasmophilie. Et après, bien souvent, on associe à la tétanie, mais ce n'est pas la même chose. Non. Et au malaise vago aussi. Oui. Mais en fait, tout ça, ce n'est pas une maladie, c'est un état, en fait. C'est des états qui sont entraînés par... Donc, l'homéopathie, justement, quand Laure, elle disait, donc c'est des choses qui amènent des bons résultats. Et une partie du traitement est donnée avec des choses qui sont vraiment appropriées et qui connaissent, qui sont vraiment spécifiques et qui a une action vraiment particulière. Par contre, après, c'est la mise en place d'oligo-éléments sur le magnésium, le lithium et des vitamines, notamment la vitamine D ou la B6 en fait. Donc, si jamais des fois il y a des carences, ça peut entraîner ces états de spasmophilie dans certains cas. Donc en fait, une supplémentation en oligo-éléments va faire partie du traitement et de l'accompagnement. Et ils disent que sur la phytothérapie, ce qui est également intéressant, c'est la passiflore, l'aubépine et la valériane. Et ça, c'est des choses qui vont apaiser, en fait. Voilà, c'est des choses qui sont calmantes. Et des fois, quand maintenant, on pratique, enfin, il y a beaucoup
de diffuseurs, de parfums avec des huiles essentielles et des choses comme ça. Donc, quand vous avez un tempérament pour votre ambiance, l'atmosphère de votre en spray, en huile essentielle, ça, c'est des choses qui peuvent agir aussi. Ouais. Alors, de toute façon, même si ça ne fait pas de mal, eh bien, ça peut faire du bien. Et après, à tester, ça ne coûte rien du tout. Hein. Parce qu'après, on peut arriver, justement, quand il y a des crises comme ça, à prendre tout ce qui est l'exomine, tout ce qui est anxiolytique pour apaiser. Et ça peut être un traitement qui peut être ponctuel. Et par contre, l'équilibre de l'alimentation est primordial. Et en fait, ça a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé qui préconise une alimentation journalière et qui segmente de 50 à 55% de glucides, 30 à 35% des lipides et des protéines pour que justement il y ait manger équilibré. Et en fait, ça va rentrer sur justement une alimentation comme ça, sur un équilibre alimentaire, va favoriser ces états qui ne soient pas trop. Mais déjà, ça va favoriser le sommeil aussi. Parce qu'une bonne alimentation aussi favorise le sommeil. Voilà, et dans la mesure où le sommeil est hyper important aussi dans ce genre d'état. Sur les perturbateurs endocriniens, sur les hormones et sur tout ça. Bien sûr. Bon Dieu. Péter mon ordinateur. Non, la table qui a fait mourir. J'ai peur. Non, mais ça va quand même. Je ne maltraite pas les ordinateurs. Pas... Que les personnes. Quoi? Non, je ris, bien sûr. Je ris. Donc, les crises de tétanaille. Oui, parce que je me mets un peu à l'anglophone. Elle nous dit que depuis l'âge de 6 ans. Oui, non, mais j'ai eu des traumatismes avec l'anglais et depuis que j'ai 6 ans, je fais de l'anglais. Alors oui, ça ne se voit pas, certes, mais je vous assure que je fais de l'anglais depuis 6 ans, depuis que j'ai 6 ans. C'est ça. Et que ça a été... Alors, par contre, tout à l'heure, on était à un rendez-vous, elle a dit, mais peut-être je vais repartir dans des études de médecin. Non, c'était vraiment pour rire. Parce que si je dois faire quelque chose, c'est chirurgienne, bien sûr. Vous ne comprenez pas. Ne dis pas, quand tu recevras un patient, ne dis pas, vous faites une crise de tétanaille. Donc... Mais bien sûr que si. Alors, on fait un petit spasmodrail. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Allez, donnez-moi, faites voir. Oh, t'imagines si je dois faire des... Non, je n'imagine pas. Si. Non. Des, comment on appelle ça, des contrôles cliniques, là. Non. Bonjour, madame. Alors, faites voir. Vous avez une jambe? Ah, elle est cassée. Non. Oups. Vous avez le genou un peu gros, faites voir. Ça fait mal, là? Non. Il vaut mieux pas, s'il vous plaît. Si, mais moi, je pense que j'ai toute... De toute façon, si je suis chirurgienne, ce matin, on a fait un petit truc sur la chirurgie bariatrique. Ben, franchement, je me voyais bien en train d'envoyer les chiffonnettes dans l'intérieur, comme ça. Hop là, allez, c'est parti. Comment s'appelle le truc qui écarte là? L'écarteur, ben justement. Donc, tu le mets comme ça, tac, et après, tu as une manivelle, et là, tu as tout qui s'écarte parce que la peau est extensible. Et oui. Et après, tu es là avec ton truc qui crame tout, là, pour éviter que les vaisseaux pètent. Et tu es là, tu cautorises. C'est vraiment bien. Vous n'avez pas fait ton quart d'heure de folie. Mais oui, mais parce que tu vois, ça pète. Et après, tu envoies la chiffonnette quand ça fait trop de sang. Pouf, et attention, tu mets toujours un fil à la chiffonnette pour éviter de la perdre. Et oui. Mais tu n'as pas remarqué? Il y avait un fil bleu là. Et après, on va arrêter ces petites formations. Et en plus, je crois qu'ils les jettent au sol. Est-ce qu'ils font comme dans les... Parce que quand on regarde les films à la télé, oui, parce que je m'instruis. Donc, quand ils envoient, tu sais, ils mettent tout au sol. Et après, ils nettoient le sol. Mais pourquoi en fait? Mettez des poubelles. Mais c'est pas trop... Non, mais attends, mais moi, parce que je ne suis pas là encore. Moi, je vais arriver, je vais leur dire, écoutez, déjà, vous mettez un sol amovible. C'est ça, bien sûr. Mais bien sûr. T'imagines quand même la tonne de sang qu'a reçu le sol. Faire respecter non, le mais sol. à un moment donné, les tonnes de sang, ils ne perdent pas non plus à chaque... Donc, je pense qu'il faudra que tu fasses une carrière de chirurgien, mais sur le... Il faudra que tu ailles voir comment ça se passe. Voilà. Je suis persuadée, tu rigoles quoi, quand les Philippettes là. Bah oui, il y a du sang partout, après, t'es bien toi. Par contre, moi, je ferai ce chirurgienne, mais attention, je vais mettre des conditions avec mes patients. C'est que, attention les patients, vous n'avez pas le droit de faire d'hémorragie, de m'en envoyer plein la tête. Voilà. Non, il faut mettre, tu vois, les conditions. Sinon, elle va faire une crise de tétanie. Je ne vais pas faire une crise de tétanie, mais après, pour enlever le sang dans les cheveux, c'est chiant. Donc bon, il faut comprendre. Mais heureusement qu'elle ne sera jamais chirurgienne. Surtout que vous ne connaissez jamais ne lui rien donnez faire. pas de formation.
Si. De toute façon, j'ai déjà mis une petite pièce, on va dire, un petit pied dans le milieu. J'ai déjà prononcé la volonté de. Oui. Et j'ai pas été refusée. Non, tu as Non, été le entendu. monsieur, attention, hein, le professeur ne m'a rien dit, le docteur. Il m'a rien dit. Il Non. m'a pas dit non. Non. Donc, je pense pour oui. Il a souri, s'est touché les cheveux. C'est vrai, il a souri, il a rigolé même. Mais Il a même ri. oui, non, mais il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Bon, en attendant, tu vas finir un peu le balancement avec moi. Après, Parlons de tétanie. Après, on verra sur si tu t'en en tant que chirurgien, tu vas me manquer quand même. Hein. Mais je le vois ici, non, mais tu comprends sur la table là. Non, mais moi, je suis très locale. D'accord? Je suis très terre-terre, très Tu tradition. crois qu'il faut mettre ce pôle-là? Je suis persuadée. Non. En plus, c'est toi qui l'as mis, l'axe chirurgie bariatrique. T'as pas dit ce qu'on y faisait. Hein. Vous êtes tous au courant maintenant. Allez, surtout, je vous donnerai mon carnet d'adresses. Hein, et n'hésitez pas à prendre des rendez-vous. Bon, pour l'instant, on va s'occuper de la tétanie. D'accord? C'est un... De la tétanie. Donc, qu'est-ce que la tétanie? Il s'agit d'une affection peu fréquente. Elle se caractérise par un état d'hyper-excitabilité. Hyper-excitabilité, c'est un peu ce que je suis actuellement, nerveuse. Associée à une contraction des muscles. Et ça, j'en faisais beaucoup, moi, quand j'étais petite. Et c'est vrai. Et j'étais comme ça. Et oui. Parce que impossible de bouger mes doigts, c'était terrible. Donc, les causes, elles sont diverses. Le stress psychologique, une contrariété ou un conflit familial est souvent retrouvé associé au déclenchement d'une crise de tétanie. Et moi, personnellement, c'est quand je me mettais à courir. Je faisais... Et après, ça allait plus. Eh bien, justement, là, en plus, ils te disent que justement, sur les symptômes, quand tu parlais des contractures musculaires, en fait, il y a une fréquence respiratoire qui s'élève, des contractures des muscles, des signes d'agitation, et un signe souvent retrouvé, c'est les doigts des mains qui se contractent. Voilà. Voilà. C'était tout à fait ça. Et je vais tendre une perche, c'est ce qu'on appelle les mains d'accoucheur, précise le professeur Annette. Tu sais que c'est pas une bonne idée de me lancer sur le sujet de l'accouchement. Ah oui, je fais les accouchements aussi, si vous voulez. C'est ça. Et après, ils te disent parfois que des vomissements peuvent apparaître et la crise peut durer quelques minutes ou plusieurs heures. Ah, oui, oui. Et puis, en plus de ça, plus vous allez hyperventiler et plus vous allez moins vous détendre, et bien plus ça va accentuer et plus ça va durer. Exactement, je n'aurais pas mis. Et l'hypocalcémie, c'est-à-dire une diminution du taux de calcium dans le sang, a aussi été évoquée comme cause, mais n'a jamais été démontrée de manière formelle. C'est pour ça que je prenais des cures de magnésium et de calcium. Oui, c'est le manque de calcium pour une crise de tétanie. Ouais, et magnésium pour la spasmophilie, quelques études aussi. C'est ça. Je confondais, moi, avec, parce que spasmophilie, je pensais que c'était aussi le manque de calcium. Moi, il m'avait dit magnésium pour la spasmophilie. C'est sur les oligo-éléments. Et après, là, ils disent que justement, l'angoisse, la tétanie arrive, pourquoi aussi plus la nuit? Parce que l'angoisse est une cause qui est d'apparition de la crise. Et en plus, elle est plus fréquente des fois la nuit parce que l'obscurité favorise le stress chez certaines personnes de nature angoissée. Et donc, c'est pour ça que la nuit, ou quand il y a des angoisses qui viennent plus quand le jour tombe ou plus le soir, en fait. On le voit sur des personnes qui ont des angoisses et c'est plus au coucher du soleil, en fin de journée ou des choses comme ça. Je veux du soleil. Je veux du soleil. C'est pas mortel. Mais non. Non, parce qu'ils disent, comme j'ai dit ça. Non, mais ils disent que c'est pas mortel, mais ça fait. Je veux dire, c'est toujours des choses où on se dit. Oui, on n'est pas très bien. C'est angoissant aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, je pense à ça, mais la tétanie, suivant où ça se passe, c'est peut-être. Ça peut être considéré. Enfin, ça peut être ressenti par la personne comme une grosse crampe, en fait. Alors, moi, personnellement, ça ne m'a jamais fait des crampes. Mais quand il y a des contractures musculaires sur les extrémités, ça fait comme des crampes. Tu vois. Oui, alors ça fait la même truc. Tu vois, quand tu tapes une crampe, ça fait tac comme ça. Donc, tu as la même posture. Par contre, au niveau ressenti de la douleur, alors après, moi, je te dis de ce que je ressentais, hein, c'était pas du tout comme une crampe, c'était comme un durcissement en fait, de tout. Je ne pouvais pas bouger, en fait. Tu pouvais tout tirer. Une crampe, tu peux toujours un peu tirer et tu sens le relâchement. Là, moi, je ne sentais rien. Je sentais que c'était dur. Oui, mais impossible à... Celui qui n'a pas eu de crise de tétanie, mais des fois, il peut se demander. Si il peut se demander, voilà. Oui. Parce que si tu n'as pas ressenti ce que c'était la tétanie, tu peux le comparer à... Oui, disons que
les postures, on va dire, te font penser peuvent Oui, te c'est faire ça. penser à une crampe. Et après, quand tu te dis, Ouais, moi, j'avais les jambes tendues comme ça et les mains comme ça, en fait. Et impossible de bouger. Et j'attrapais des trucs comme ça. Et pendant, ça dépendait les moments. Hein, ça dépendait. Des fois, ça durait des heures. Ça pouvait durer des heures. Moi, et la plus grosse que j'ai faite a duré plus de 2 heures. Mais ils te disent que ça peut aller d'une minute à des heures. Mm. Pierre, L'hystérie. Qu'est-ce que l'hystérie est un état psychique situé dans le champ des troubles anxieux névrotiques. voilà. Donc, en fait, vous voyez bien, des fois, on dit il y a des personnes qui sont un peu, des fois, qui partent un peu en migraine et qui sont. Mais c'est pas. La personne, on dit, ben, elle est hystérique, c'est là. Mais ça, c'est juste la façon de parler. Là, l'hystérie, c'est vraiment C'est un vrai état. un vrai état et c'est quelque chose qui ne peut pas être géré et ça fait partie des troubles anxieux et ça fait partie des névroses. Donc, l'hystérie, son origine, c'est caractérisé aussi par l'hyperexpressivité des émotions et des angoisses extériorisées dans le discours. Elle est liée aux causes psychologiques inconscientes et son expression dépend de l'interlocuteur. Et il y a des traitements, mais en fait, c'est vraiment... je ne sais pas si on peut considérer, parce que là, après, j'ai trouvé sur les fans, il y a des fans, après, ça crée l'hystérie, mais il y a des personnes qui savent s'arrêter. Je pense que l'hystérie, après, c'est des personnes qui deviendront complètement, qui peuvent faire des malaises, qui peuvent faire devenir complètement... Et puis rien après, je crois. Mais les causes, tu ne les as pas lues. Hein. Mais tu viens de le dire. Ah, pardon, je l'ai dit, pardon. Mais aucun problème. Excusez-moi. Il n'y a surtout aucun problème. Mais parce que je croyais que c'était la suite. Et bien. Donc, son expression est latente. Et il y a différentes classifications et c'est toujours pareil. C'est mesuré dans le tableau des classifications. Et en fait, c'est Charcot qui avait notamment tenté d'en trouver l'origine organique avant que Freud lui donne pour origine un conflit psychique inconscient lié à une insatisfaction à l'âge adulte d'un désir sexuel infantile. Donc, quand même, je t'imagine que c'est un peu... oui. Et ça, c'était dans les principes de la psychoanalyse en 1895. Et l'hystérie est présente chez les femmes comme chez les hommes et ne représente un caractère exceptionnel. Il s'agit d'un mode de défense commun chez tous les individus, mais l'expression est très diverse. Et là, c'est quand même quelque chose qui dépend d'une pathologie mentale et d'une souffrance psychique grave. Voilà. Ah ouais. Et c'est surtout qu'elle devient une souffrance psychique, un domaine pathologique, on va dire, quand il y a la mise en place de soins médicaux. Moi, je pensais que c'était surtout les femmes qui faisaient des crises d'hystérie. Non. Et par contre, c'est monsieur Charcot, la maladie de Charcot, je connais ça, non? Ah oui, mais Charcot, c'est la maladie des enfants Oui, mais c'est le même monsieur, non? Je pense que c'est le même monsieur. Pas si c'est le même. Bah, peut-être, je pense. Il y a moyen que ce soit le même. La maladie de Charcot, c'est les enfants, c'est la maladie... Non, c'est là. C'est les Charcot, je crois que c'est les jambes, les membres infectés. Si, c'est les muscles. Les muscles qui fondent. C'est pas comme la myopathie. C'est du chêne. Ah oui. Oula, elle va tout me fermer. Oulala. Non, je cherche maladie de Charcot. Oui, maladie de Charcot. Il me semble que c'est les muscles et... C'est ça. C'est les muscles qui fondent. Carco. C'est pas ça? Tu marqué. Il est là. Maladie de Charcot. Des causes. Mais si, mais je pense que c'est ce monsieur, la maladie de Charcot. Ah non, c'est une sclérose. C'est pour ça que je savais que je l'avais vu. C'est la sclérose. C'est pas la sclérose en plaques. C'est la sclérose latérale. C'est quand on a fait la sclérose en plaques, on a parlé de ces. Parfois également appelée maladie de Lou Gehrig, est une maladie neurologique à évolution rapide, mais toujours mortelle. Presque toujours. Et qui attaque directement les cellules nerveuses, neurones responsables du contrôle des muscles volontaires. La maladie de Charcot appartient
au groupe de maladies connues comme étant des maladies neuromoteurs qui sont caractérisées par la dégénérescence progressive. Donc, en fait, M. Charcot, c'est lui qui a peut-être réfléchi sur l'hystérie quand même, parce qu'il était un peu dans cette... C'était un monsieur. Ouais. En tout cas, la maladie de Charcot, c'est pareil, il y a quand même énormément de choses à dire là-dessus. 5 à 10% des patients sont atteints. Et c'est des facteurs d'hérédité. Mais donc, non, moi, je pense que c'est ce monsieur, parce que Charcot, ça me parlait. Oui. Magne, il est là. Ça y est. Il est là. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Ça y est? Oui. Eh bien, écoutez. Moi, je trouvais que c'était très bien. Enfin, moi, ça m'a fort intéressé. Moi aussi. Hein. Et en fait, vous voyez que des fois, on porte des jugements et on dit des choses. Alors, des fois, il faut regarder un petit peu que les personnes qui sont autour de vous et qui n'ont pas l'air forcément connectées à tout, c'est qu'ils sont simplement en souffrance. Ouais. Donc, en fait, je pense que aussi, le fait de balancer ton live, ça informe les personnes et ça apporte de la tolérance. C'est très, très intéressant. Parce que ça donne de l'information et après, les c'est personnes ça. en font ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'aussi, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ne disent pas, qu'on ne voit pas et qui souffrent aussi. Donc, quand les personnes et les individus s'autoriseront de regarder qu'autour d'eux, il y a des personnes qui souffrent et que ce n'est pas juste des allumés, on aura fait un grand pas aussi dans cette immensité, cette humanité. Eh bien, écoutez, on va partir sur ça, en tout cas. C'était une sacrée explication. C'était fort intéressant. Merci beaucoup, Et je vous en remercie beaucoup. Merci. Donc, merci à tous. Cécile qui dit merci. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin, parce que demain matin, on est mercredi. Donc, demain matin, renforcement musculaire. À 8h. À 8h. 8h pétant. 2, 4, 4, 12. On verra ça demain, on n'y est pas encore. Vous savez que je me projette. Voilà, projetons-nous. Bon. On vous fait des bisous et on se retrouve demain matin, 8h. À demain, bonne soirée. Au revoir, portez-vous bien.